Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas envie de lire pour le mois d'avril parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de bonnes recommandations à vous faire. Mais c'est pas grave, c'est aussi un moment pour se dire que j'ai eu 2 mois de lecture fantastique en janvier et en février, que je vous mets là-haut, et que parfois c'est un peu moins satisfaisant. Malheureusement, il s'avère que mon challenge lecture s'est mal passé et que quasiment tous les livres que j'ai lus sont tombés dans une évaluation entre 3 et 3,5, on va dire, si je dois donner une note sur 5. Commençons par le gros bébé, mon accomplissement du mois. J'ai lu Les Misérables. Je ne vais pas en faire tout un suspense, ça n'a pas été un énorme coup de cœur, et bien sûr, je suis extrêmement déçue parce que j'adore l'écriture de Victor Hugo. C'est un auteur qui me fait énormément rire et qui a beaucoup de choses à dire. Mais malheureusement, même si j'ai adoré suivre Cosette et Jean Valjean, Marius et Monsieur Gillenormand, ainsi que Éponyme et tous les Thénardier et toute la compagnie des gamins des rues, je dois avouer que les longueurs de ce bouquin ont réduit mon plaisir de lecture d'un 10 sur 10 à un 3 sur 10. Oh non! Pour moi, ce livre a énormément pâti des longueurs, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, contrairement à Monsieur Victor Hugo, mais il s'avère qu'il y a quelques conseils si vous voulez lire ce livre, et je pense qu'il faut le lire parce que malgré tout, j'en garde un souvenir qui est plutôt positif et j'y repense énormément. Je me pose beaucoup de questions et je pense étrangement que c'est un livre que je relirai peut-être dans 10 ans quand j'aurai oublié le traumatisme de cette lecture. Les conseils que je donne, c'est déjà de prendre son temps et de faire des pauses. Il y a des classiques qui sont très longs et qui se dévorent. Ce n'est pas le cas des Misérables. Pour moi, il faut vraiment se poser, faire des recherches sur l'époque, essayer de comprendre ce qu'a voulu dire Hugo et aussi quel est le contexte dans lequel ce livre est sorti. Au-delà de ça, je pense que si vous aimez les histoires où il y a des liens forts, paternels ou grands-paternels avec des enfants, vous allez adorer certains passages de ce livre. Oui, j'ai versé des larmes. Pas beaucoup, mais quand même. Et j'ai été très touchée par l'arc narratif de Jean Valjean, évidemment, qui traverse tout ce livre, et par la morale de l'histoire, en tout cas celle que moi j'ai décidé de retenir, qui est que une bonne action peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Donc si au quotidien on peut faire une petite chose qui aide quelqu'un et qui lui donne une seconde chance ou une troisième chance ou une millième chance, bien parfois il faut prendre cette opportunité parce qu'on ne sait pas tous les bienfaits qui vont en découler. Au-delà de ça, je pense que le vrai point de Victor Hugo dans ce livre est de décrire la misère, bien sûr. Au début, il voulait appeler ce livre d'ailleurs Les Misères ou la misère, et de pousser à l'éducation. Mais si vous avez vraiment la flemme de lire Les Misérables, je vous conseille de lire Claude Gueux, du même auteur, qui prend les mêmes idées, d'ailleurs qui est cité dans le livre, et qui est beaucoup plus court. Et du coup, vous aurez les mêmes revendications politiques dans un format beaucoup plus digeste. Ensuite, j'ai lu du George Orwell parce que j'adore la dystopie et je me suis dit que j'avais ce livre dans nos bibliothèques parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on vit à l'étranger, souvent on a des gens qui laissent des livres quand ils déménagent. Sacrilège, je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Probablement parce qu'ils sont nuls, comme celui-ci. Donc George Orwell, c'est un auteur dystopique, c'est le petit... Je vous parle en français africain, quoi. Afrique de l'Ouest. George Orwell, c'est l'élève de Aldous Huxley qui a écrit Le meilleur des mondes, et donc il a écrit La ferme des animaux et 1984, qui sont des livres qu'il faut absolument lire, génialissime. Donc je me suis dit que potentiellement sa vie pouvait être intéressante, et vu qu'on l'avait dans la bibliothèque, je me suis mise à lire, et j'étais tellement ennuyée que je l'ai abandonné. Donc là, ma conclusion, c'est que c'est l'ennui. Voilà, si vous allez sur mon Goodreads, vous allez voir que j'ai écrit « bored » parce que c'est ce que j'ai ressenti en lisant les 50 premières pages de ce livre, donc j'ai juste arrêté. Ensuite, après avoir fini Les Misérables, j'étais tellement dépitée par la fin et par mon expérience de lecture que je me suis dit que j'allais lire quelque chose de rapide, et j'ai bien fait parce que le livre ne m'a pas plu, et c'était vraiment rapide puisque je l'ai fini en une nuit, enfin plutôt en 3 heures. J'ai lu Que les étoiles contemplent mes larmes de Marie Shelley, son journal d'affliction. Donc, je pense que c'est ma conclusion sur le fait que je n'aime pas les journaux intimes et je n'aime pas les lettres. Je n'aime pas lire la correspondance et les journaux intimes des gens, c'est trop personnel pour moi. C'est souvent un endroit, j'en ai et j'ai pas envie qu'on les lise, mais c'est souvent un endroit où on dit n'importe quoi, ou alors c'est mal écrit, c'est mal formulé. Bien sûr, il y a quelques moments qui sont assez lyriques et bien sûr, elle fait de la peine. Mais moi qui ne suis pas particulièrement attachée à Marie Shelley parce que je n'ai pas plus aimé Frankenstein, parce que j'aime pas la littérature gothique, je crois, et qui en plus n'aime pas les journaux, là c'était beaucoup trop pour moi. Après, si vous êtes un fan inconsidéré de Marie Shelley, si vous aimez entendre des gens geindre, a raison, parce qu'elle a quand même perdu son mari qui était son meilleur ami, sa muse, etc. Mais vraiment, là, moi, ça n'a pas fait pour moi, c'était insupportable. Et je suis déçue! Ensuite, on a lu Anne Cagne.
Leçon de grec. Alors là, quand même, j'avoue que c'était un petit peu plus agréable, notamment parce qu'il est court. Mais je pense, et j'ai un peu la même impression que quand j'ai lu La végétarienne de la même auteure, que c'est trop poétique pour moi. Han Kang est une auteure qui écrit avec beaucoup de lyrisme, avec beaucoup d'onirisme. On a l'impression d'être dans un nuage, dans un rêve, il y a quelque chose de flou, c'est à la fois joli et agréable, mais c'est un style qui ne me correspond pas totalement. En revanche, si c'est quelque chose qui vous appelle, ce livre pourrait vous plaire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ici, on suit deux personnages qui vont se retrouver autour de leçons de grec ancien. Il y en a un qui est professeur et l'autre qui est élève. Et ils vont utiliser cette langue pour réussir à communiquer et pour réussir à exprimer des choses qu'ils n'arrivent plus à exprimer ou à voir quelque part des choses qu'ils n'arrivent plus à voir à travers des souvenirs ou à travers la compréhension d'une langue très complexe. C'est un livre qui m'a laissé un peu sur ma faim, pour être tout à fait honnête. Je veux en lire plus d'Anne Kang parce qu'elle m'intrigue quand même. J'ai l'impression que c'est des livres qui sont aussi potentiellement mieux à la relecture qu'à la lecture. À voir. J'ai aussi entamé d'ailleurs en début de mois Impossibles adieux que je n'ai pas réussi à finir, mais je réessayerai plus tard. Pareil, très dans un rêve, dans un truc un peu... Voilà, ça flotte, ça flotte. Donc si un jour vous avez envie de livres qui flottent, lisez Anne Kang. Tolstoï, enfin un auteur qui ne me déçoit pas. Ici on suit ses nouvelles autour de la mort. Voilà. Donc là, on va se questionner sur la mort. Qu'est-ce qu'une belle vie? Qu'est-ce qu'une bonne vie? Et comment faire pour ne pas regretter au moment de son expiation tout ce qu'on a vécu. Ma préférée est La mort d'Ivan Ilitch, suivie de Maître et serviteur, puis Trois morts. Trois morts, je l'ai trouvée un peu floue, je pense qu'elle n'était pas très aboutie. C'était un très jeune auteur à l'époque. D'ailleurs, c'est très encourageant si vous êtes quelqu'un qui veut écrire, parce que ça vous dit aussi qu'on peut progresser. Voilà. Tout le monde ne naît pas Tolstoï d'Anna Karénine. J'ai trouvé que la préface était très bien faite parce qu'elle nous donne les clés de lecture de Tolstoï, qui sont, si c'est lié à la nature, la paysannerie et la pauvreté, vous êtes quelqu'un de bien et vous allez mourir avec grâce. Et si vous êtes lié à la ville, à la corruption et au travail, vous êtes mauvais. Et voilà. Donc c'est un peu la France, hein, finalement. Les riches sont mauvais, les pauvres sont géniaux. Bon, moi je trouve que c'est un peu manichéen comme façon de voir les choses. Je trouve que vraiment ça ne nous fait avancer à rien. C'est mon avis personnel. En revanche, je trouve quand même que c'est intéressant la façon dont c'est utilisé dans le livre et que ça m'a fait me poser pas mal de questions sur qu'est-ce qu'une bonne vie. Et je pense que c'est un thème qui revient en fait beaucoup dans mes lectures, sur pourquoi on vit, qu'est-ce qui fait qu'on est une bonne personne. Et j'ai l'impression qu'au final, ce qui nous rend heureux et ce qui rend les gens heureux autour de nous, c'est profiter de l'instant, être vraiment avec les gens avec qui on est quand on est avec eux. C'était une façon très compliquée de dire de profiter des gens qu'on aime et de faire le bien autour de nous. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas forcément de donner des millions d'euros, des milliards de machins et tout, mais déjà réussir à avoir un impact positif sur les gens qui sont très proches de nous, c'est le plus important. Donc une petite lecture très agréable. Je recommande surtout La mort d'Ivan Ilitch. J'ai trouvé que c'était la plus aboutie à mon goût. Maître et serviteur, elle est un peu drama. Voilà, je trouve ça un peu too much, mais c'était marrant. Après, de lire les trois en même temps, c'est peut-être un peu trop, parce que vraiment, c'est la même formule, quoi. Les riches vont mourir et sont affreux, les pauvres vont vivre et sont géniaux. Bof. Par contre, je trouve que ces idées sont aussi très bien développées pour le coup dans Anna Karénine, qui est un livre qui est énorme, qui est long, qui fait plus de 600 pages, mais qui vaut 1000 fois plus la peine que La mort d'Ivan Ilitch. Avant-dernier livre de notre sélection, j'ai lu et j'ai été extrêmement surprise par cette lecture. Mon année de repos et de relaxation d'Otesha Mosveg, dont j'avais entendu beaucoup de bien, mais j'étais très dubitative parce que si je suis nulle en résumé, je vous dis ouais, c'est une fille riche qui prend des médicaments parce qu'elle supporte pas sa vie, ouin, un peu comme Tolstoï. Mais plus je lisais le livre, et plus je me rendais compte de la complexité du personnage, de la subtilité, je sais pas si c'est subtil, mais de la façon dont Otesha Mosveg nous explique comment des traumas familiaux, ou en tout cas des traumas personnels liés à l'enfance, peuvent infuser dans notre estime de nous, dans notre rapport aux gens, dans notre recherche de validation de ce que l'on pense, à savoir ici que personne ne nous aime, donc on va pousser les gens autour de nous à nous détester, les repousser, les pousser, combien de fois je peux dire pousser dans une seule vidéo? On va faire en sorte que les gens autour de nous nous prouvent que nous avons raison de nous détester, ce qui est toujours faux. Voilà. Si vous avez besoin de repousser les gens autour de vous pour vous prouver qu'ils ne vous aiment pas, c'est que vous avez quelque chose à gérer à l'intérieur de votre cerveau et de votre cœur. Il y a des petits traumas qu'il faut résoudre. Voilà. Donc arrêtez de faire ça. Arrêtez de vous auto-saboter. J'ai aussi beaucoup aimé l'écriture. J'ai trouvé que c'était très années 2000, ça m'a mis dans un mood un peu nostalgique de cette époque, parce que oui, j'ai 30 ans, 31 bientôt, et je suis nostalgique des années 2000, meilleure musique. Il y avait aussi d'autres problèmes, voilà, c'est sûr. Mais bon, nostalgie oblige, plus on vieillit, plus on regrette l'enfance, etc., etc.
j'ai l'impression que ça fait partie du package de la vie, quoi. Attention, beaucoup de drogue, évidemment, parce que pour dormir pendant un an, il faut y aller, quoi. Beaucoup de drogue, de dépression, de comportements problématiques, de mort. Voilà. Après, je pense que c'est quand même supportable. Peut-être sauf si vous êtes accro aux médicaments et à l'alcool. Et après, il y a aussi une vraie emphase. Bon, les années 2000, mais bon, ça revient à la mode, donc il est pas mal d'en parler. Il y a une vraie emphase sur la maigreur, le fait d'être maigre, d'être mince, d'être belle, d'être beau, etc., qui est très bien représenté par le personnage de la meilleure amie, que j'ai trouvé aussi très intéressant, notamment parce que ça revient à la mode. Pardon, mais là, il faut arrêter. Il y a un vrai problème, là. Il y a une mode qui revient, on avait dit stop, on avait dit non, et apparemment, ça ne suffit pas. À lire. Et après, je me suis fait un petit plaisir, j'ai lu en dehors de ma bibliothèque, parce que sur Nextory, il y avait le nouveau livre de Janet McCurdy. Alors, Janet McCurdy, c'est une personne qui a été connue par la télévision aux États-Unis, c'est une américaine, McCurdy, of course, et elle a écrit une autobiographie qui s'appelle I'm Glad My Mom Died, donc je suis très heureuse que ma mère soit morte, ce que je trouve absolument génial, et la couverture est juste incroyable. Elle est fantastique. Et en fait, elle parle des abus qu'elle a subis dans son enfance par cette mère contrôlante qui voulait absolument que ce soit sa petite poupée, sa petite merveille. Voilà, encore des parents traumatisants, finalement. Mais quels parents ne le sont pas? J'ai l'impression, c'est un peu compliqué d'être parent, c'est un peu compliqué d'être un enfant, on grandit ensemble, on s'adapte, on grandit autour de nos traumas et puis on essaye de les guérir, voilà, c'est ça la vie. Et dans ce livre, elle nous offre un nouveau trauma, mais surtout une nouvelle perspective sur les histoires d'amour avec un grand écart d'âge. Dans Half His Age, donc à la moitié de son âge, couverture que je déteste, donc je la mets vite fait et je la supprime, elle me dégoûte. Alors là, ça va parler de sexe, ça va parler d'une jeune fille de 17 ans qui tombe amoureuse de son professeur qui a plus de 40 ans. Elle a bien moins que la moitié de son âge. S'ensuit une histoire sexuelle et d'amour, paraît-il. Bon, c'est un peu compliqué. C'est un sujet qui m'a pas mal questionné parce que pendant tout le livre, on se dit « Ah là là, mais c'est lui qui aurait dû dire non », mais à la fois, c'est elle qui pousse là quand même. Donc je sais pas. C'est un sujet qui est très complexe, qui m'a mis extrêmement mal à l'aise au cours de la lecture et à la fois, encore une fois, j'ai retrouvé cette nostalgie. Je trouve dans l'écriture de Janet McCurdy, il y a vraiment une nostalgie des années 2000. Elle écrit bien. C'est des livres qui sont courts et qui se lisent très bien. Là, je l'ai écouté en audiobook. L'audiobook, horrible. Enfin, pas horrible, mais j'ai trouvé rapide. J'avais l'impression d'être en x2 alors qu'elle parlait en x1. Donc parfois, j'avais besoin de le ralentir pour absorber les mots qu'elle disait. Hein, parce que moi, quand j'écoute un audiolivre, je prends mon temps. Je ne suis pas là à courir, sauf si vraiment ça me saoule et que j'ai envie de finir. Mais voilà. Donc, astuce, ralentissez. C'est très rapide. Elle a comme ça, comme si... Bon voilà, on n'a pas compris ce que j'étais en train de dire. Donc... En tout cas, c'est un livre que je peux recommander. Ça pose beaucoup de questions justement sur l'écart d'âge, sur le rapport de force entre un professeur et son élève, mais également sur l'élève et le professeur, parce qu'il y a quand même une attirance physique qui se passe du côté du monsieur, qui est indéniable. Et pareil, on parle des traumas familiaux, des enfants qui doivent grandir trop vite, des parents incapables, donc moi j'adore. Enfin, je trouve ça fascinant. Voilà, donc en gros, je vous recommande à peu près 3 lectures, si ça vous chante. Après, si vous avez pas envie, moi, je suis pas là pour vous forcer, les gars. Hein. On est là pour se faire plaisir. C'est de la lecture. J'espère que le mois d'avril se passera mieux pour mes lectures et que j'aurai des coups de cœur à vous partager. En attendant, je vous laisse. Dites-moi ce que vous avez lu et ce que je devrais lire. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite. Bye bye!